Bonjour, bienvenue à vos 5 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Land associé par VK. Dans quelques minutes, nous parlerons de la jurisprudence d'Anthony, mais tout de suite, les brèves. Le Conseil d'État a rendu un arrêt intéressant en matière de biens et de contrats. On ne peut pas vendre un bien public à vil prix, mais ça on le savait déjà. Si je fais un rabais, il faut que je le justifie par une contrepartie d'intérêt général. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est un mode d'emploi précis pour des cas un peu plus complexes. En l'occurrence, on avait une amphithéose et la ville, en vendant les biens, perdait la possibilité qui était prévue par le contrat précédent de récupérer en fin de contrat une partie de ses biens. Eh bien, le Conseil d'État nous dit, votre cession ne sera valable que si cet abandon de faculté de récupérer des biens est valorisé, étudié à part, et que les élus ont bien une information claire, et donc avec ce calcul à part, dans la note de synthèse, sinon annulation de la délibération. Série de décisions aussi en matière de vaccins. En août, l'État avait dit « Oh non, mais finalement les personnels de petite enfance n'ont pas l'obligation d'être vaccinés ». Ah oui, sauf que les auxiliaires de puériculture ont l'obligation de l'être parce que c'est des professionnels de santé, et que les autres ont l'obligation de l'être parce qu'ils travaillent dans les mêmes locaux que des professionnels de santé. Le théâtre Cergy-Pontoise a bien donc confirmé que les personnels de crèche doivent être vaccinés. Idem, théâtre Pau pour les personnels en l'espèce de PMI, et évidemment pour les personnels de santé, théâtre de la Guadeloupe. Ce qui a été l'occasion de balayer une infox un peu étrange, selon laquelle cette obligation ne s'imposerait pas faute de décret. Bah si, le décret il a été adopté début août, donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. Autre infox étrange, sur les réseaux sociaux, tout le monde dit « Ah bah sur ces questions de vaccins et de passe sanitaire, il faut aller, notamment les antivax, donc saisir directement la CEDH ». Alors on a tous appris que, non, la CEDH, on l'a saisie quand on a épuisé les voies de droit interne. Sauf qu'il est vrai qu'il existe une forme de référé un peu étrange. Bah oui, mais la CEDH dit, bon, d'abord, la vaccination obligatoire n'est pas forcément illégale, ça, ils nous l'ont confirmé en avril dernier. Et surtout, donc là, fin août, et donc surtout le 9 septembre, la CEDH a rejeté ce genre de recours en, entre guillemets, ça ne s'appelle pas comme ça, référé. À noter aussi de nouvelles règles sur le stockage et l'incinération de déchets non dangereux, l'adoption mercredi dernier du projet de loi de finances avec cette fameuse et importante réforme de responsabilité financière des ordonnateurs et des comptables publics, la diffusion gratuite des cartes d'identité des maires et des adjoints à condition d'en faire la demande, voici le lien. Et puis un petit rappel, toutes les souplesses du droit covidien sur les assemblées, quorum, lieu de réunion, visio, etc. s'arrêtent à la fin de ce mois de septembre. Et puis des mini-brèves, que voici, que voilà, et que voilà. Mais abordons maintenant notre grand dossier. Jurisprudence d'Anthony disant « Et quel bien ?» De quoi parlons-nous? Nous parlons en recours pour excès de pouvoir des vices de forme ou de procédure. L'arrêt d'Anthony a été rendu sur les vices de procédure, ça s'est étendu ensuite par une autre jurisprudence aux vices de forme. Un tel vice ne sera source d'annulation de l'acte que soit si on a privé les intéressés d'une garantie, soit si ça a changé quelque chose au résultat. Si il n'y a ni l'un ni l'autre, alors l'acte n'est pas annulé, en tout cas pas de ce seul chef, et on dit de cette vice qu'il est d'anthonisable. En 10 ans, cette jurisprudence a bien grandi, elle a toutes ses dents et elle s'est développée de manière différenciée. Voici quelques références sur son application en matière de droits acquis, de jurisprudence serment, d'obligation d'abrogation des actes de droit souple, de concertation, de concours, de RSA, domination de la consultation de commission de sécurité, de conseil de discipline, application nuancée sur les enquêtes publiques, application souple sur les dupes, application en général assez exigeante sur les notes de synthèse. C'est lié d'ailleurs à d'autres souplesses. C'est lié à d'autres souplesses comme celle sur les vices de forme, de procédure en matière d'exception d'illégalité. Ce n'est pas sans lien avec la jurisprudence Xabage, qui est également une souplesse supplémentaire, ou avec des évolutions comparables en droit des contrats ou de l'urbanisme. Sur tout ceci, j'ai voulu interroger le professeur Michel De Goff. Bonjour Michel. Bonjour à tous. Revenons sur ce qu'est cette jurisprudence et notamment son historique, car il y avait une adoption législative juste avant. Le législateur avait voté une loi, peu de temps auparavant, indiquant que lorsqu'une décision est affectée d'un vice tenant à la procédure consultative qui devait la précéder, ce vice n'entraînera pas l'annulation de l'acte attaqué dès lors que ce vice n'a pas eu d'effet sur le sens de la décision finalement prise. Le Conseil d'État saisit dans l'arrêt d'Anthony d'une demande d'application de cette disposition
juge qu'elle ne fait que rappeler un principe général du droit, mais à cette occasion l'élargit en disant que tout vice de procédure ou de forme n'entraînera pas l'annulation, et pas seulement la consultation, n'entraînera pas l'annulation de l'acte si ce vice n'a pas eu d'effet sur le sens de la décision prise, ce que disait déjà la loi, ou n'a pas privé l'administré d'une garantie. Mais est-ce que c'est un vrai changement? Sans doute pas de façon substantielle, parce qu'auparavant, déjà, le Conseil d'État avait distingué justement les formalités substantielles de celles qui ne l'étaient pas. Parmi toutes les formalités, elles sont de plus en plus nombreuses depuis une trentaine d'années, prévues par la loi, le Conseil d'État distinguait selon que la formalité était, selon lui, substantielle ou ne l'était pas. Si une formalité substantielle avait été méconnue, eh bien, le Conseil d'État considérait que l'acte devait être annulé. Si ce n'était pas le cas, eh bien, l'acte, en dépit de ce vice, n'était pas annulé. Cette jurisprudence s'inscrit dans un mouvement plus large qui consiste pour le Conseil d'État à faire en sorte qu'un vice de forme n'ait pas un effet sur l'acte attaqué. Donc, c'est une jurisprudence qu'on peut rattacher à d'autres jurisprudences, par exemple à l'arrêt du Conseil d'État du CFDT Finance de 2018. Et quel bilan en tirer? Alors, il est difficile de tirer un bilan global. Je prendrai un seul exemple, celui du droit de l'urbanisme, qui est un droit dans lequel les formalités sont importantes. Eh bien, si on prend ce droit particulier, on constatera une application très fréquente de la jurisprudence d'Antony pour l'appliquer ou la rejeter. Par exemple, le PLU doit être précédé d'une concertation. Eh bien, le Conseil d'État, appliquant la jurisprudence d'Antony, n'annulera pas un PLU du fait d'une concertation irrégulière s'il apparaît que finalement, ce qui avait été prévu par le conseil municipal en termes de concertation a été globalement respecté. En revanche, si par exemple, avant de retirer un permis de construire, le maire n'a pas permis au destinataire au titulaire du permis de présenter ses observations, cela entraînera nécessairement l'annulation de l'acte. Voilà deux exemples qui démontrent l'application nuancée que fait le Conseil d'État. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Et au revoir à tous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Les 5 minutes juridiques, parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.